C'est l'heure de la grande édition sur i24 News. Bienvenue, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Tsahal ne baisse pas la garde. 2 terroristes éliminés ce lundi à Gaza alors qu'ils s'étaient introduits dans la zone sous contrôle israélien. La fameuse ligne jaune symbolise aussi la fragile délimitation entre maintien du calme et escalade. Situation toujours verrouillée à l'image du sort des terroristes encerclés toujours dans les tunnels. Et sans grande surprise, le Hamas prépare la suite et stockerait des armes en Afrique pour contourner le plan de désarmement. En parallèle, on a pu croire quelques instants tout à l'heure à une nouvelle restitution de corps d'otages. Il s'agit finalement de restes humains transférés via la Croix-Rouge pour analyse. Les derniers développements dans un instant. Dans ce climat d'incertitude, le plan Trump à l'épreuve du Conseil, cette fois de sécurité des Nations Unies. Jour J pour l'examen, avec quelques vérités brutes. Le Hamas refuse toute forme de désarmement. Les factions palestiniennes dénoncent un diktat international. Les capitales arabes exigent l'intégration aux commandes de l'autorité palestinienne. Que restera-t-il du plan d'origine? Et Israël, dans tout cela, condamné pour l'heure, à constater les reculades de son allié américain, prêt désormais à renoncer au désarmement du Hamas. Beaucoup de questions ce soir entre réel politique et capitulation stratégique. Et puis l'autre défi peut-être imminent auquel se prépare Israël, c'est l'objectif du Hamas, transposer Gaza dans les territoires de Judée et de Samarie. Invasion ou tir de roquettes, les leçons du 7 octobre ont-elles été tirées? Comment prévenir l'effet de surprise et appliquer les méthodes ayant prouvé leur efficacité de Rafah à Jabalia? Pour Tsahal, une seule option, prendre de vitesse les terroristes et tuer dans l'œuf des efforts appuyés par Téhéran. Immersion sur le terrain en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'avenir de Gaza ressemble pour l'heure à une accumulation de plans sur la comète, tant de désaccords sur les modalités et sur l'interprétation du plan Trump qui sera donc soumis d'ici quelques heures à l'examen du Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant, 2 acteurs et pas plus sur le terrain, Tsahal et le Hamas bien sûr. Direction justement le sud d'Israël avec vous, Déborah Benayoun. Bonsoir. En direct du sud d'Israël, donc tout près de la bordure avec Gaza. On commence par un mot sur cette vraie fausse restitution de corps d'otages tout à l'heure. On sait qu'il en reste encore 3. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé avec la Croix-Rouge. Bonsoir David. Eh bien, il y a eu des informations contradictoires tout au long de l'après-midi puisque aux alentours de 15h, Al Jazeera disait que le Hamas était sur le point de remettre un des 3 corps d'otages à Israël via la Croix-Rouge. Au final, quelques instants plus tard, un responsable israélien annonce que ce n'est pas un corps qui est attendu, mais des restes qui ont été trouvés dans la zone de Zeytoun lors de recherches hier et que donc ce sont ces restes qu'Israël a demandé à pouvoir vérifier et donc à lui être transmis. Donc il ne s'agissait pas d'un corps d'otage. 3 corps d'otages, donc vous l'avez dit, qui se trouvent toujours dans la bande de Gaza, presque un faux espoir si l'on peut dire pour les familles, puisque pour le moment, eh bien, il reste toujours Dror Or, Ran Gvili et Soti Sakrin Talak, donc 2 Israéliens et un étranger. Les recherches avaient été stoppées au cours du week-end en raison des intempéries, puisqu'il a beaucoup plu dans cette zone, et elles ont repris hier, mais pour le moment, apparemment, donc sans succès, puisqu'il n'y a pas eu de restitution, en tout cas pas pour le moment. La dernière date donc de jeudi soir dernier, c'était Mani Godard, qui a d'ailleurs été enterré dès aujourd'hui. Pourtant, les services de sécurité côté israélien estiment que le Hamas doit être en mesure de restituer au moins un des 3 corps d'otages tout prochainement. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et selon le frère de Dror Or, Israël se préparerait même à déployer des forces internationales pour des recherches plus approfondies. Donc à suivre. Déborah, la réalité, c'est aussi cette nouvelle tentative d'infiltration de terroristes au-delà de la fameuse ligne jaune. Et puis le sort toujours de ces terroristes qui sont pris au piège dans leur tunnel. Et oui, c'est toujours l'impasse en ce qui concerne cette centaine de terroristes qui est donc retranchée dans les tunnels de Rafah. Ils refusent de se rendre. Ils ont clairement indiqué qu'ils n'accepteraient aucune initiative qui viserait à les obliger à quitter les lieux par un autre itinéraire que celui qu'ils ont choisi. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce que va faire Israël de ces 100 terroristes, puisque les États-Unis continuent à faire pression sur Jérusalem depuis déjà plusieurs semaines pour leur trouver un passage sûr, pour trouver une solution. Jared Kushner a demandé à Israël de les laisser partir vers la zone donc qui est contrôlée par le Hamas, puisqu'on le rappelle, il se trouve dans les tunnels de Rafah, qui est donc une zone contrôlée par Tsahal. On sait qu'une rencontre entre l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et Khalil Al-Aya, le haut responsable du Hamas, devait normalement avoir lieu. Donc on sait bien que ce sujet est toujours à l'ordre du jour. La crainte évidemment pour Israël, c'est qu'une solution soit trouvée sans l'accord de Jérusalem. Et pendant ce temps, eh bien en tout cas, on sait que la situation reste toujours tendue sur le terrain, notamment dans le nord de la bande de Gaza,
puisque des terroristes ont tenté encore quotidiennement de franchir la ligne jaune. 2 ont été éliminés et d'autres se sont enfuis. Certains ont même tenté de dissimuler des objets suspects à proximité des forces de Tsahal. La violation et provocation permanente. Merci beaucoup Déborah Benoun pour ce point très complet depuis le sud d'Israël. Ce soir, alors le Hamas qui lui aussi se prépare à plusieurs scénarios, il constate avec satisfaction la reculade de Washington sur la question de son désarmement. Dans le cas toutefois où la pression se ferait à nouveau sentir, eh bien le mouvement terroriste a prévu des chemins de traverse pour l'acheminement des armes vers Gaza. L'idée, les stocker temporairement dans des pays amis, y compris en Afrique. Explication Loïc Stécher, je crois. C'est une information dévoilée par la chaîne publique israélienne Cannes. Le Hamas stockerait des armes dans des pays tiers en dehors de la bande de Gaza, parmi lesquels le Yémen et des pays africains. Aucune information n'est transmise quant au transport ni à la quantité d'armes qui seraient stockées. Le rapport précise néanmoins que le Hamas attendrait le moment opportun pour reprendre possession de son arsenal et l'acheminer clandestinement vers divers sites stratégiques pour l'organisation, notamment la bande de Gaza. L'organisation terroriste se préparerait ainsi à rendre les armes dans le territoire palestinien, mais s'assurerait de posséder un arsenal ailleurs, dans l'attente de se réarmer. C'est également dans cet objectif que le Hamas aurait lancé un appel à l'autorité palestinienne. Selon des sources palestiniennes en Cisjordanie, 2 hauts responsables de l'organisation terroriste auraient contacté l'autorité palestinienne afin de trouver un accord concernant le stockage des armes. Ramallah récupérerait une partie de l'arsenal du Hamas à condition de le lui rendre plus tard. Pour l'autorité palestinienne, la solution présentée comme telle est inacceptable. Elle exige un désarmement complet du Hamas. Jusqu'à présent, l'organisation terroriste a toujours refusé, malgré l'engagement pris dans l'accord de cessez-le-feu en octobre dernier. Et tout cela qui nous rappelle qu'on est très loin d'une paix à Gaza. On retrouve à présent notre expert défense qui est avec nous. Bonsoir Mathias Inbar. Mathias, est-ce que d'abord Israël a des moyens d'enrayer ces stockages et transferts d'armement du Hamas depuis le Yémen ou l'Afrique? On sait que ça a toujours été compliqué justement de freiner la contrebande. Écoutez, au-delà de la reprise de terrain et de contrôle par l'Iran de cette zone de l'Afrique, il y a une sorte de colonisation mentale de la part de l'Iran et de ses proxys, en l'occurrence le Hamas. C'est une évidence. Le Hamas cherche, non seulement il contrôle toujours la bande de Gaza, mais cherche absolument aussi à avoir ses arrières, disposer de ses arrières, notamment par ces pays comme le Soudan ou la Somalie. On le sait, dans le passé, c'était véritablement un moyen pour l'Iran d'avoir des containers sur place d'armes et capable d'être envoyé en direction d'Israël, de l'Égypte et ensuite de l'Égypte vers la bande de Gaza ou directement vers la bande de Gaza. Dois-je vous le rappeler quand même, le bateau Karin 1 qui était à l'intérieur duquel il y avait énormément de cargaisons d'armes qui avait longé justement ces côtes africaines avant d'être intercepté par Israël. Et donc pour l'Iran, le Hamas, le Hezbollah, c'est une obligation même de pouvoir recontrôler ces zones de la Somalie, du Soudan, qui étaient normalement, on l'a vu au cours de ces dernières années, avait tendance à se rapprocher de l'Occident. C'était de courte durée parce que justement il y a eu de nouveau une mainmise de l'Iran sur place. J'aimerais juste aussi rappeler cette proposition du Hamas de mettre en demeure les armes par le Fatah ou par l'autorité palestinienne. C'est comme si un voleur disait à la police gardez mes armes, mais je dispose des clés et du code pour rentrer quand je le veux. C'est se moquer du monde, David. Ouais, pas mal la métaphore, effectivement. Le Soudan, la Somalie, pays carrefour de tout cela. Tout cela est cohérent quelque part, Mathias, avec l'idée selon laquelle le Hamas n'a fait que gagner du temps depuis l'instauration du cessez-le-feu. Est-ce qu'il en est le principal bénéficiaire d'ailleurs pour l'instant? Oui, c'est une évidence, parce que à force de ne pas décider, eh bien le Hamas a saisi l'opportunité de gagner du temps et d'imposer de facto son agenda. C'est exactement ce que font la Turquie et le Qatar à l'étranger. Et les grands de ce monde n'arrêtent pas de dire que le Hamas est vaincu. Or, j'ai moi-même vu aujourd'hui des images, pour l'instant elles ne sont pas autorisées à publication par la censure, où on voit des camions rentrer dans la bande de Gaza avec des hommes en armes sur les camions et, oh surprise, entre 2 camions où il y a des hommes en armes sur ce camion, eh bien un véhicule flanqué du sigle UN des Nations Unies. Les Nations Unies savent exactement ce que fait le Hamas. Le Hamas gagne du temps, reprend des forces à l'intérieur de la bande de Gaza, et les grands de ce monde continuent à dire finalement que le Hamas est vaincu. Donc,
ça oblige finalement Israël à faire de nouveau un geste, comme si c'était Israël qui bloquait les négociations. Or, de facto, tant que les grands de ce monde ne comprennent pas que c'est le Hamas qui en est l'obstacle, eh bien Israël sera toujours dans une position de faiblesse et le Hamas profitera et gagnera du temps. Eh bien, un bon entendeur ce soir. Merci beaucoup Mathias Inbar pour cette analyse en direct dans la grande édition. Puisqu'on parle d'armement, voyons aussi comment les choses évoluent côté israélien cette fois-ci. L'Allemagne a confirmé ce lundi la levée de son embargo partiel sur ses exportations d'armes à destination d'Israël. Décision effective à compter de lundi prochain. Berlin, deuxième fournisseur tout de même de Tsahal après les États-Unis, des moteurs pour les chars Merkava ainsi que des frégates, sans parler des sous-marins. Eh bien, ces derniers jours, le chancelier Merz avait multiplié les marques d'amitié envers Jérusalem. Alexandre Riahi. Berlin ce midi, le porte-parole du gouvernement annonce la levée de l'embargo partiel allemand sur les exportations d'armes vers Israël. Les restrictions sur les exportations d'armes vers Israël annoncées le 8 août 2025 seront levées. Cette levée prendra effet le 24 novembre 2025. L'Allemagne affirme que sa décision coïncide avec l'engagement d'Israël à respecter le cessez-le-feu et l'afflux d'aide humanitaire à Gaza. Le cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre a permis une stabilisation fondamentale de la situation. C'est dans ce cadre que cette décision a été prise. Mais dans un communiqué publié un peu plus tard, Berlin nuance. Le gouvernement procédera en règle générale à un examen au cas par cas des décisions relatives aux exportations d'armes et réagira à l'évolution de la situation. Au fil des ans, l'Allemagne s'est affichée comme un partenaire majeur pour Israël, devenant son deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Berlin est derrière 30% des principales importations d'armes israéliennes entre 2019 et 2023. Parmi ces équipements, des frégates de classe Sahar 6 utilisées dans la guerre de Gaza. Mais en août, certaines exportations s'arrêtent brutalement. Une décision du chancelier Merz en réponse au projet israélien de prendre le contrôle de Gaza City. Cette suspension visait les équipements susceptibles d'être utilisés dans le territoire palestinien, sans toucher à ceux jugés indispensables à la défense d'Israël. À Jérusalem, le ministre israélien des Affaires étrangères a immédiatement salué la levée de l'embargo et exhorte les autres pays à suivre l'exemple allemand. Je salue la décision du chancelier Merz de lever l'embargo partiel. J'appelle les autres gouvernements à adopter des décisions similaires, à l'instar de l'Allemagne. Depuis les massacres du 7 octobre, les principales capitales européennes se sont désolidarisées d'Israël en imposant des restrictions et des sanctions. L'Espagne a inscrit un embargo total sur les armes dans sa loi le mois dernier. Le Royaume-Uni a suspendu dès 2024 des dizaines de licences d'exportation, tout en refusant de parler d'embargo. L'Italie, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique ont eux aussi adopté des mesures restrictives. Alors une parenthèse dans ce contexte pour évoquer les témoignages des ex-otages qui continuent de se confier. Dernier en date, celui d'Avinatan Or, 32 ans aujourd'hui, et enlevé au festival Nova le 7 octobre 2023. Il a été libéré il y a de cela un mois. Bonsoir Chani Guidalia. Eh bien, il révèle avoir tenté d'échapper à ses bourreaux. Oui, il a prononcé un discours pendant l'Assemblée générale des fédérations juives d'Amérique du Nord. Il a raconté donc les conditions de captivité, comment il a survécu et aussi cette tentative d'évasion. Il explique donc que tout ce qu'il a vécu dans sa vie jusqu'à maintenant, que ce soit son enfance, ses parents, son service militaire et même son travail en tant qu'ingénieur, ça l'a aidé à survivre pendant cette période. Il raconte aussi tout ce que ça signifie être otage dans les tunnels. Donc il raconte qu'il avait très peu de nourriture, comme la plupart des otages qui ont raconté la même chose, mais qu'il était dans l'obscurité totale, qu'il n'avait pas de repère de temps, que ça commençait à lui faire perdre un petit peu la notion du réel. Et puis il a décrit, il a expliqué et raconté ce qui pourrait presque ressembler à une scène de film. Eh bien c'est cette tentative d'évasion qu'il a tentée, que je vous propose d'ailleurs de regarder. J'ai creusé pendant des semaines avec des sacs de sable. J'ai creusé dans la terre. Je me suis forcé à tout faire pour changer mon destin. Un jour, en creusant, j'ai heurté une racine d'arbre. Je l'ai senti. Et c'était comme toucher la vie au milieu de la mort. Une nuit, j'ai réussi à sortir à l'extérieur. J'ai vu les étoiles pour la première fois. J'ai écrit « otage » sur un sac de sable blanc. J'ai planifié ma prochaine étape. Mais ils l'ont découvert. Ils m'ont battu pendant des jours, m'ont attaché à une chaise pendant une semaine. J'étais certain que j'allais mourir là-bas.
Et pourtant, Avi Nathan refuse qu'on parle de lui comme d'un héros. Il dit que les vrais héros, eh bien, ce sont les soldats qui ont risqué leur vie pour nous, en parlant des otages. Et ça montre aussi la complexité qu'il y avait pour Tsahal de localiser les tunnels, d'en extraire des otages et parfois même des corps d'otages. Et il raconte enfin ce qu'il a aidé à survivre pendant cette période. Eh bien, ce sont plusieurs règles qu'il s'est imposées à lui-même. La première, c'est la patience. Chaque jour, il se répétait, allez, encore un jour de plus. Il raconte que la patience, c'était sa véritable bouée de sauvetage. La deuxième, c'était de trouver un terrain d'entente, des discussions avec les terroristes du Hamas. Il leur parlait de la foi, de Torah, du Coran, etc. Donc on allait trouver des sujets de conversation. La troisième règle, c'était de ne pas céder à la colère, puisque pour lui, ça détruisait son mental. Et puis la dernière règle, c'était de garder son cerveau en éveil, c'est-à-dire de compter ses pas. Il a même fabriqué une lampe avec quelques câbles qui étaient cassés. Il a imaginé des scénarios d'évasion et il se répétait à lui-même cette phrase « Ne laisse personne décider de ton sort ». Patience, courage, humilité, quelle émotion en voyant ces images. Chani, autre otage dont on va parler, c'est Rom Braslavski. Alors lui, il publie un post sur les réseaux, là encore, qui ne laisse pas indifférent. Oui, déjà, il faut rappeler que Rom Braslavski, il a témoigné sur ses conditions il y a à peu près 2 semaines. Il racontait les horreurs qu'il avait vécues, que ce soit des agressions sexuelles, des actes de torture, des humiliations qui étaient constantes. Et il a publié, comme vous l'avez dit, un message hier soir sur Facebook où il évoque aussi actuellement, donc une fois revenu de captivité, le mépris, mais cette fois des autorités israéliennes. Il raconte qu'il fait des dizaines de crises d'angoisse par jour, qui se traduisent par des sueurs, des bégaiements, des tremblements, des excès de colère aussi. Et il dit que le ministère de la Défense, le gouvernement, le Forum des familles d'otages, la police et tous les organismes gouvernementaux l'abandonnent un petit peu et que la seule chose qu'il a reçue, eh bien, c'est cette somme de 60 000 shekels, donc à peu près 15 000 euros. C'est la seule chose qu'il aurait reçue une fois revenu de captivité, mais que ni Benjamin Netanyahou ni Itamar Ben-Gvir ne l'ont appelé depuis qu'il est revenu. Donc on voit vraiment la différence entre ces deux témoignages. D'un côté, c'est le récit d'Avi Nathan qui tente d'échapper à la mort et qui raconte un petit peu comment est-ce qu'il a survécu. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Rom Braslavski qui se bat en fait pour revenir à la vie. Mais je voudrais, David, qu'on termine sur une petite note d'espoir. Eh bien, c'est cet autre ex-otage, Agam Berger, qui a joué du violon. Je voudrais qu'on termine quand même sur cette petite vidéo qui a été filmée il y a quelques jours et qui a ému tout le pays. Agam Berger, effectivement, note d'espoir, d'ailleurs espoir, en hébreu, Atikva, l'hymne israélien qui a été donc joué au violon par Agam Berger, encore effectivement qui était l'une des ex-otages les plus courageuses, qui a témoigné également. Merci beaucoup, Chani Guidalia, pour ce point concernant les anciens otages. On va s'intéresser aussi à l'autre front qui ne laisse pas de répit aux forces de Tsahal en ce moment, au Liban. Cette fois, le Hezbollah poursuit ses efforts en vue de redevenir menaçant aux frontières nord d'Israël, bien aidé par l'inaction des autorités libanaises. Résultat, activité permanente et raid quasi quotidien de l'aviation de Tsahal. Illustration pas plus tard que ce matin. Images et commentaires, Alexandre Riry. Fin de matinée à Itaroun, dans le sud du Liban. L'armée israélienne ordonne à la population d'évacuer plusieurs secteurs de la ville. Les écoles ferment, les lieux publics se vident. Quelques minutes plus tard, un immeuble de la mairie aurait été visé par l'aviation israélienne. Une frappe qui intervient après une série d'opérations militaires israéliennes menées hier dans la région contre des bâtiments du Hezbollah. Des installations destinées à rétablir les capacités militaires du groupe terroriste dans le secteur. Depuis plusieurs mois, Israël accuse l'armée libanaise de ne pas remplir sa part de l'accord. Beyrouth s'était engagé à désarmer le Hezbollah. Conséquence, Tsahal intensifie ses frappes en réponse aux violations du cessez-le-feu. Un membre du Hezbollah aurait été éliminé selon l'armée israélienne. Mohamed Ali Chouek a été visé par un drone près du village de Mansouri au sud de Tyr, à une dizaine de kilomètres de la frontière israélienne. Selon Tsahal, il tentait de s'emparer de biens privés à des fins terroristes en violation des accords entre Israël et le Liban. Selon l'Orient le Jour, le Hezbollah, bien qu'affaibli, redouble d'efforts pour échapper à la surveillance israélienne. L'organisation terroriste chercherait désormais à revenir à un fonctionnement clandestin après avoir agi pendant 20 ans comme une force paramilitaire.
Pour avancer sous les radars, la milice imposerait à ses combattants une série de consignes strictes, interdiction d'utiliser des téléphones portables ou des voitures modernes, changement régulier de lieu de résidence, accès limité à certaines zones sensibles. Certains médias libanais rapportent même que des commandants terroristes auraient eu recours à des chirurgies esthétiques afin de ne pas être reconnus. Malgré ces précautions, le Hezbollah peinerait à se réimplanter au sud Liban. Pour l'heure, toute présence suspecte est rapidement ciblée par Israël, ce qui limite fortement la capacité de la milice chiite à retrouver son influence dans la région. Et oui, Tsahal, donc aux aguets malgré les menaces des leaders du Hezbollah, et en ligne avec nous un expert justement pour en parler de la milice pro-Iran, l'ancien major de Tsahal, Chadi Khaloul, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancien officier de zone de sécurité au sud Liban et fondateur ainsi que président du centre araméen Galilée. Tsahal, on vient de le voir, fait le travail en ce moment que le Liban d'ailleurs et l'ONU sont censés faire, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut imaginer une prochaine escalade? Si nous analysons la situation de ce qui se passe maintenant, nous allons, en vue de la visite du pape au Liban au fin du mois, en vue de l'hiver, en analysant la situation, nous faisons le nécessaire au Liban pour liquider la menace du nord vers les frontières d'Israël et pour les habitants de la Galilée et du nord d'Israël. Une organisation djihadiste iranienne qui a pris sur lui ce qu'ils appellent la résistance, mais c'est donc la guerre contre Israël, à partir du sol libanais, au nom de l'Iran extrémiste islamiste qui veut créer le califat chiite dans la région. On ne voit pas, à mon avis maintenant, un autre comportement d'attaque. Nous pouvons toujours attaquer par les airs, liquider les organisations terroristes en tout genre avec leurs représentants, y compris le Hezbollah et ses entrepôts. Mais je ne pense pas qu'en hiver, il y ait des actions sérieuses, parce qu'au-delà de ce que nous faisons, peut-être qu'il y aura des attaques par les airs, peut-être qu'il y aura une action ou deux au sol, mais je ne crois pas que nous devions rentrer au Liban. En fin de compte, le travail revient à l'État du Liban, qui, s'il se respecte, doit désarmer le Hezbollah et doit désarmer toute milice étrangère qui utilise son sol pour combattre les États voisins. Et si cet État du Liban veut vivre, c'est ce qu'il doit faire. Sinon, c'est un État qui ne sera plus un État digne de ce nom. Et c'était pareil quand ils ont autorisé aux Palestiniens d'œuvrer depuis leur terre, et c'est pareil qu'ils l'ont fait avec le Hezbollah en les autorisant à combattre Israël. Ouais, vous dites que le Liban doit prendre conscience qu'il a tout intérêt justement à voir le Hezbollah désarmé. On a vu quand même en quelques mots, Chadi Khaloul, on a vu aujourd'hui que Naïm Kassem, donc le chef du Hezbollah, intensifie ses menaces contre Israël. Il appelle en substance à une confrontation directe. Est-ce que vous pensez que le Hezbollah peut encore en mesure de se mesurer avec Tsahal? En quelques mots. Le Hezbollah peut combattre Tsahal et ils peuvent faire une guerre d'attrition, mais je pense que s'ils osent commencer, eh bien ce sera le dernier coup final contre cette organisation. Et je ne pense donc pas qu'ils fassent quelque chose de ce type parce que c'est un danger énorme pour sa communauté, non seulement de la part d'Israël, mais d'autres organisations djihadistes islamistes sunnites qui veulent se venger pour ce qu'il a fait à la population sunnite en Syrie. Et donc, la menace est énorme. Et ce n'est pas Israël démocratique, libéral, avec l'armée morale d'Israël, mais les organisations djihadistes sunnites qui viennent de Syrie et qui, là, vont faire un massacre chiite exactement comme les chiites leur ont fait auparavant. Je ne pense pas que le Hezbollah va désarmer, mais il n'osera pas non plus
à faire quoi que ce soit parce qu'il sait qu'il pourrait être détruit. Il y a beaucoup d'opposants au Liban qui attendent leur heure et la moindre erreur du Hezbollah provoquera des réactions d'Israël, de l'État libanais et des opposants au Hezbollah et ce sera la fin du Hezbollah. Dissuasion en tout cas. Merci beaucoup à vous, Major Shadi Khalou, d'avoir été avec nous en direct. On remercie Gisèle Abazon également pour la traduction. Et c'est Christian Malard qui surveille aussi tout cela. Pour nous, il nous attend pour l'édito. Parce qu'on voit bien que l'Iran reprend clairement l'initiative ces jours-ci au Moyen-Orient. Invitation à Téhéran de certains pays de la région, dont l'Irak et le Liban, pour passer en revue les enjeux du moment. Bonsoir Christian Malard, notre consultant diplomatique à Paris. Christian, quand on dit enjeu du point de vue de Téhéran, du point de vue iranien, on comprend lutte contre Israël et contre l'Amérique. L'Iran est en train de relancer non seulement son programme nucléaire, mais il renforce aussi son combat contre Israël et les États-Unis à partir du Liban et de l'Irak, tout en accusant les États-Unis et Israël de mener ce qu'ils appellent une diplomatie guerrière. La stratégie de l'Iran consiste à démontrer que la loi internationale est bafouée par les États occidentaux. À partir de là, le but de la réunion de Téhéran a été de renforcer la sécurité régionale. Dans le même temps, le président iranien Massoud Pezeshkian s'est réjoui des résultats des dernières élections législatives en Irak et de la victoire des milices chiites irakiennes soutenues par l'Iran. Au cours de cette réunion a été abordée la dernière agression dont l'Iran s'estime victime, ajoutant qu'il est naturel de renforcer son potentiel de missiles balistiques pour prévenir toute nouvelle attaque israélo-américaine. On apprend aussi que le Hamas stocke des armes dans les pays africains amis et n'a rien à faire du désarmement dans la bande de Gaza. On enregistre aussi un soutien de poids au Hezbollah en la personne de Nabi Berri, président du Parlement libanais depuis 28 ans. Ce chiite qui est à la tête du mouvement Amal est, permettez-moi l'expression, une véritable planche pourrie, suppôt du Hezbollah, qui affirme que l'organisation terroriste a le droit de se reconstruire. En fait, le Hezbollah tente de renforcer ses positions près de la frontière avec Israël. Il continue aussi de faire rentrer des armes au Liban via la Syrie. Autant dire que les perspectives de paix sont bien lointaines. Voilà, effectivement, c'est pas le moment encore de la paix. Merci beaucoup Christian Malard depuis nos studios parisiens. On en vient au cœur des enjeux ce soir. Un temps fort, la réunion, on le rappelle, du Conseil de sécurité des Nations Unies autour du plan de Donald Trump pour Gaza. On fait cap tout de suite vers les États-Unis. Bonjour Antoine Delard en direct de Washington, notre correspondant. Antoine, pas seulement le plan Trump d'ailleurs, puisque c'est aussi la question d'un État palestinien qui revient au premier plan des débats. Oui, alors en fait, il y a trois choses globalement dans cette résolution qui va être présentée tout à l'heure au Conseil de sécurité de l'ONU. D'abord, il s'agit de mettre en place cette force internationale dans Gaza, des militaires venus de plusieurs pays étrangers et qui seront chargés notamment de démilitariser le Hamas, chose très compliquée évidemment, surtout que ce texte ne donne pas vraiment d'indices sur comment il va falloir s'y prendre concrètement. On note en tout cas que les candidats ne se bousculent pas. La Turquie, l'Indonésie, l'Égypte ont fait part de leur intérêt, mais pour l'instant, il n'y a aucun engagement de leur part. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un comité pour la paix qui sera présidé par Donald Trump et qui sera chargé de gérer de façon temporaire Gaza pendant au moins 2 ans. Là encore, beaucoup de flou. On ne sait pas qui siégera dans ce comité. Le nom de Tony Blair a été évoqué, mais on sait que les Palestiniens n'en veulent pas. Les Israéliens, de leur côté, ne veulent pas que des membres de l'autorité palestinienne siègent au sein de ce comité. Et puis le troisième point, effectivement, c'est la question d'un État palestinien. Alors là encore, les choses sont assez floues, mais le texte évoque la possibilité à long terme d'un État palestinien. Ce texte, en tout cas, sera soumis au vote du Conseil de sécurité. On rappelle que les États membres permanents ont un droit de veto. C'est le cas de la Chine et de la Russie qui sont très prudents, très réticents sur ce texte. Il y a donc une vraie possibilité que le vote soit défavorable, ou en tout cas que le texte soit rejeté, ce qui serait évidemment un camouflet pour le président Donald Trump. Eh bien, réponse d'ici quelques heures à peine. Merci beaucoup Antoine Delard en direct de Washington. Et cela mérite quelques questions importantes. Quelle direction est en train de prendre notamment la relation Israël-USA ?
3 questions pour un ambassadeur ce soir. Bonsoir Avi Pazner, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, ancien conseiller à l'ambassade d'Israël à Washington. Alors comment est-ce que vous voyez les choses, l'attitude de Trump en ce moment, notamment sur cette question d'État palestinien? Est-ce que vous dites coup de poignard dans le dos d'Israël ou bien manœuvre de diversion parce qu'il sait que les conditions ne sont pas réunies pour un État palestinien? Peut-être qu'il parle d'un État palestinien à l'est du Jourdain, en Jordanie? Non, il parle, mais avec beaucoup de flou, d'un État palestinien à l'ouest, mais certainement pas un coup de poignard dans le dos d'Israël, non. C'est un grand ami d'Israël. D'ailleurs, dans les 20 points que nous avons acceptés pour le retour des otages et le cessez-le-feu à Gaza, il y avait cette clause de peut-être si les Palestiniens changent d'attitude, peut-être que dans le futur, il y aura la possibilité d'un État palestinien. C'est aussi flou que ça, et ça reste aussi flou que ça dans la décision du Conseil de sécurité. Pas de trahison des États-Unis envers Israël. Voilà, vous rassurez beaucoup de monde ce soir. On constate en tout cas que les pays arabes et le Hamas se liguent pour faire pression justement sur les USA concernant l'État palestinien, concernant aussi le désarmement du Hamas, avec demain la visite de MBS à Washington. Est-ce que tout ça, ça fait du poids pour vous? Bien écoutez, je crois que la visite de MBS est importante aussi pour Israël, la visite à Washington. Vous savez, David, le 6 octobre, un jour avant le 7 octobre, on est à la veille d'une normalisation avec l'Arabie saoudite. C'est encore possible, Mais il y a des points de contention. Il y a maintenant une opinion publique en Arabie saoudite qui est anti-israélienne à cause de ce qui est passé à Gaza. Il y a la question que les Saoudiens veulent les F-35, ce qui pour Israël n'est pas bon pour le futur militaire. Il faudra qu'Israël négocie, non pas avec les Saoudiens, mais avec les États-Unis pour voir comment on avance sans donner aux Saoudiens tout ce qu'ils veulent. Effectivement, ligne rouge, pour l'instant, en tout cas, les F-35. Avi Pazner, si on regarde maintenant de l'intérieur, en Israël, on voit que Binyamin Netanyahou est pris en étau entre Donald Trump et son aile droite. Encore, vous diriez, un numéro d'équilibriste politico-diplomatique ces jours-ci pour lui? Oui, mais lui, c'est l'équilibriste parfait. Netanyahou fait l'équilibre depuis quand il est Premier ministre? Presque depuis 30 ans. Enfin, pas ininterrompu. Lui saura exactement comment gérer Donald Trump, Smotrich et Ben Gvir. Il l'a prouvé plus d'une fois. Et je crois qu'il sortira aisément, David, aisément de ces circonstances actuelles. Il leur expliquera à Smotrich et à Ben Gvir que toute cette question d'État palestinien, c'est quelque chose, c'est des palabres et des mots pour le futur, et qu'il est important de continuer la normalisation, d'essayer d'avoir une normalisation avec l'Arabie saoudite, et vous verrez, je suis prêt à parier que l'aile droite du gouvernement restera au gouvernement. Donc la réalité du terrain versus le flou de ce plan Trump qui est donc en débat ce soir à New York au Conseil de sécurité. Merci beaucoup. Merci à vous, David. À nos 3 questions ce soir, on vient de mentionner l'aspect politique, et bien on avance. Place à présent au parti pris de cette édition. Alors, diplomatie, sécurité, justice, en Israël, tout s'imbrique. On va le vérifier avec vous, Dror Ben Sapir. Bonsoir, notre analyste. Dror, on va reparler de cette idée de commission d'enquête dite indépendante sur le 7 octobre. Dossier qui remue évidemment la classe politique en ce moment. Et d'ailleurs, petit problème peut-être de lexique, de définition de ce qu'est une enquête indépendante. Oui, le gouvernement a décidé hier d'établir une commission d'enquête indépendante sur les défaillances du 7 octobre et également sur ce qui s'est passé en amont. Qu'est-ce qui a rendu possible cette catastrophe? Mais est-ce qu'elle est vraiment indépendante? Ou est-ce qu'elle sera vraiment indépendante, cette commission? Non, pas vraiment, puisque le gouvernement, en fait, a décidé que c'est lui-même qui établira les domaines sur lesquels cette éventuelle commission d'enquête indépendante, avec beaucoup de guillemets, pourrait enquêter. En d'autres termes, le gouvernement qui était en place, qui était aux affaires le 7 octobre 2023, va décider quels seront les domaines, les questions qui pourront être abordées par cette commission d'enquête. Donc elle n'est pas indépendante du tout, en fait. Elle ne sera pas indépendante si elle voit le jour, cette commission d'enquête. Alors pourquoi le gouvernement refuse qu'une commission d'enquête plus classique, étatique, soit établie? Eh bien parce que ce genre de commission d'enquête, ses membres sont nommés par le pouvoir judiciaire, par le président de la Cour suprême. Or, le président de la Cour suprême, le juge Yitzhak Amit, elle n'est pas vraiment appréciée par le gouvernement qui ne reconnaît pas sa légitimité. Et le gouvernement prétend qu'il n'est pas assez consensuel. Mais il y a une solution de compromis
faire en sorte que l'adjoint du président de la Cour suprême, le juge Stolberg, qui est considéré comme conservateur, soit impliqué dans le processus de nomination des membres de la commission. Mais cette proposition de compromis, elle a été très rapidement rejetée. Vous savez, s'il faut une commission d'enquête étatique, nommée par les juges, donc véritablement indépendante, c'est pas pour mettre telle ou telle personnalité politique à l'index, c'est pour que la vérité soit établie, pour que plus jamais ce genre de catastrophe ne soit possible, pour que plus jamais un massacre, même se rapprochant dans son ampleur du 7 octobre, ne soit possible. Il faut que la vérité soit établie, tout simplement. C'est l'objectif des uns et des autres. Droit, autre question sensible, c'est le scénario qui verrait alors le président Herzog gracier Binyamin Netanyahou dans son procès, à la demande entre autres de Donald Trump. Eh bien, pour une partie de la gauche en Israël, c'est hors de question. Et on menace quasiment. Oui, pas seulement pour la gauche. Alors, après la commission d'enquête indépendante, qui n'est pas indépendante, autre invention israélienne, une grâce qui serait accordée sans qu'aucune sentence ne soit prononcée. C'est un petit peu contradictoire tout de même. Il y a beaucoup d'incongruités. La première, c'est qu'un chef d'État étranger, alors certes, le plus grand ami d'Israël, Donald Trump, se mêle d'affaires internes en demandant au président de l'État, Herzog, d'accorder sa grâce présidentielle à Binyamin Netanyahou. Mais deuxième incongruité, vous savez, si on va sur le site internet de la présidence de l'État, c'est expliqué très clairement, et je traduis, l'une des fonctions importantes du président de l'État est la prérogative légale de gracier des délinquants et d'alléger la peine dont ils ont écopé. Mais Binyamin Netanyahou, il n'a pas été reconnu coupable jusqu'à maintenant. Le jugement n'a pas été prononcé. Donc une grâce dans ces conditions, eh bien ce serait une contradiction dans les termes. Je ne sais pas si Binyamin Netanyahou sera ou non reconnu coupable. On le saura peut-être dans 5 ou 10 ans, parce qu'au train des choses, ça prend beaucoup de temps. Et là, je pense que véritablement, on peut raisonnablement penser qu'après un éventuel jugement, une éventuelle condamnation, il soit effectivement gracié, mais pas pour l'instant. C'est le parti pris ce soir. Merci beaucoup, Dror Ben Sapir, d'avoir été avec nous. Et maintenant, un petit concentré d'actualité, c'est le moment de l'info chrono. D'abord, ces images spectaculaires, effrayantes. Cela se passe en République démocratique du Congo, dans le sud du pays. Effondrement dans une mine de cobalt avant-hier qui a provoqué la mort d'au moins 32 personnes. Les autorités affirment que le site en question, Kalando, était interdit d'accès en raison des fortes pluies et des risques d'éboulement. Pourtant, plus de 10 000 creuseurs artisanaux auraient été présents sur place, toujours d'après les autorités. La RDC qui a récemment renforcé ses liens d'ailleurs avec Israël et qui produit plus de 70% du cobalt mondial, métal essentiel pour les batteries, notamment des voitures électriques. Le choc en Israël, arrestation de 5 policiers des frontières. Ils sont suspectés d'avoir fait entrer en Israël des Palestiniens en situation irrégulière, corruption et abus de confiance. Ils doivent être présentés devant le tribunal de première instance de Jérusalem en vue d'une prolongation de leur détention. Des gardes-frontières opéraient justement dans le district de la capitale. Record battu pour Elbit Systems. Le frelon israélien des drones et des missiles vient de conclure la vente de systèmes d'armement pour 2,3 milliards de dollars. Le pays client, tout comme la nature du matériel, reste pour l'heure un mystère. Un peu plus tôt cette année, Elbit avait signé des contrats majeurs avec Singapour et la Serbie. Et puis la vente de la honte en Allemagne. Il a fallu attendre jusqu'au dernier moment pour qu'une vente aux enchères d'objets liés à la Shoah soit finalement annulée. 600 artefacts, dont des souvenirs intimes et des lettres déchirantes écrites par des juifs à leurs proches depuis les camps, parfois quelques instants à peine avant leur assassinat. En vente également des archives de la Gestapo. Le tollé international et l'intervention des autorités polonaises ont donc débouché sur l'annulation de ce rendez-vous douteux. Et une transition trouvée justement pour notre dossier consacré à l'antisémitisme. Et on parle de ce changement brutal qui se dessine à New York. Zoran Mamdani, fraîchement élu nouveau maire de la ville, prépare son entrée en fonction d'ici le 1er janvier. Et certains tweets des membres de son équipe refont surface ces jours-ci. Bonsoir Loïc Stécher-Chokroun. On va en parler avec vous et notamment ceux d'un proche du futur maire qui fait l'éloge d'un ancien président iranien qui est tristement célèbre en Israël pour ses déclarations anti-Israël. Oui, je présente mes excuses pour mes tweets car ils ne reflètent pas mes opinions actuelles et qui je suis aujourd'hui. Message de Hassan Chaudhary adressé au New York Post, adressé bien sûr aux New-Yorkais eux-mêmes. Il explique que ses propos tenus il y a plus de 10 ans ne correspondent plus à sa vision du monde. Il regrette profondément ce qu'il a dit. Et il s'agit là du directeur des relations avec les musulmans pour le nouveau maire élu de
de New York. Il est âgé aujourd'hui de 31 ans. Un représentant de l'équipe de transition de Zohran Mamdani a condamné ces propos, mais n'a pas précisé s'il serait ou non sanctionné. Alors voici l'exemple d'un des tweets qu'a reposté Hassan Chaudhary. Si Luigi Mangione avait tiré sur un enfant gazaoui, Josh Shapiro lui aurait décerné une médaille. Replaçons-nous dans le contexte. Luigi Mangione est accusé d'avoir tué le patron du premier assureur privé de santé aux États-Unis. Ça a fait grand bruit en décembre 2024 de l'autre côté de l'Atlantique. Quant à Josh Shapiro, lui c'est le gouverneur pro-israélien de Pennsylvanie, un démocrate de confession juive. Dans un autre tweet, il remet également en question les droits des homosexuels. Ça c'était en 2012. Ou encore il glorifie Mahmoud Ahmadinejad. C'est l'ancien président iranien qui a tristement déclaré qu'Israël était un cancer qui sera bientôt, je cite, éliminé. En tout cas, c'est une nouvelle polémique autour du nouveau cabinet, autour de la nouvelle équipe dirigeante de Zohran Mamdani. Pas plus tard que la semaine dernière, le nouveau maire de New York a désigné sa nouvelle chef de cabinet. Elle s'appelle Elle Bisgard Church. Elle est âgée de 34 ans. Pour rappel, c'est une militante radicale ayant des liens étroits avec les socialistes démocrates d'Amérique, un mouvement connu pour sa position constamment anti-israélienne, notamment au soutien au boycott d'Israël et à ses appels à mettre fin à l'aide américaine pour la sécurité d'Israël. Voilà qui promet. Merci beaucoup, l'ex-chercheur Choukroun. Et d'ailleurs, si Mamdani fait figure d'épouvantail pour une bonne partie de la communauté juive de New York, eh bien son prédécesseur a tenu, lui, à faire un passage par Israël avant la fin de son mandat. Eric Adams, vous le voyez, le maire sortant donc de New York, a été reçu par Binyamin Netanyahou à la Kiryat, à Tel Aviv, par le président Herzog à Jérusalem. Il s'est rendu également au Kotel, dans la vieille ville, où il a salué, je cite, des millénaires de foi et une maison de prière pour toutes les nations. Le changement de décor s'annonce donc brutal à New York. On en vient cette fois-ci à notre dossier de la semaine, mieux comprendre comment et pourquoi l'Arabie Saoudite est en pleine mutation. Hier, on s'est replongé dans l'histoire de ce pays transfiguré au siècle dernier par les découvertes de pétrole. On va aller aujourd'hui plus en profondeur en tentant de cerner le personnage qui prépare aujourd'hui la transition du royaume vers une économie au sein de laquelle l'or noir n'aurait plus qu'un rôle secondaire. Mohammed bin Salman, prince héritier, Premier ministre, a bien saisi l'importance du changement, y compris sociétal, dans un pays jeune. Mais comment gérer ce changement? Ni trop lent, ni trop brutal. Arbitrage entre modernité, tradition et autoritarisme, un sujet d'Alexandre Riahi. C'est l'homme fort de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, 40 ans. Nommé prince héritier en 2017, il dirige déjà le royaume à la place de son père, le roi Salman Ben Abdelaziz, aujourd'hui âgé de 89 ans. Pour ses partisans, sa future accession au trône annonce l'avènement d'une Arabie Saoudite nouvelle, plus puissante, plus moderne, plus ouverte. Pour ses détracteurs, elle risque au contraire de consacrer un pouvoir encore plus centralisé, sans véritable contrepoids. MBS est le visage d'une transformation sans précédent du royaume. Fan de jeux vidéo, amateur de sport, hyper connecté, il incarne une génération jeune et dynamique. 70% des Saoudiens ont moins de 35 ans. Avec son programme Vision 2030, il promet de sortir le pays de sa dépendance au pétrole. Au menu, réformes sociales spectaculaires, réouverture des cinémas, concerts géants, projet de mégalopole futuriste, essor du tourisme. Et surtout des avancées majeures pour les femmes, désormais autorisées à conduire, à travailler, à voyager plus librement. Mais derrière cette modernisation flamboyante se cache une répression féroce. Arrestation d'opposants, d'intellectuels, de militants, surveillance renforcée des réseaux sociaux. MBS concentre les pouvoirs comme aucun dirigeant saoudien avant lui, marginalisant les autres branches de la famille royale. Un modernisateur sur le plan social, mais un autocrate 2.0 sur le plan politique. En 2018, il a failli briser lui-même son ascension. Le journaliste Jamal Khashoggi est assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul. Indignation mondiale, MBS devient un paria. Les services turcs et américains affirment que l'opération est menée avec l'aval du prince héritier. Mais la réelle politique finira par reprendre ses droits.
Pétrole, stabilité régionale, investissement restent indispensables à l'Europe et aux États-Unis. Résultat, les critiques s'estompent, les visites officielles reprennent. Le retour en grâce international est acté. Demain, MBS est reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Il n'avait pas remis les pieds à Washington depuis mars 2018, 6 mois avant l'assassinat de Jamal Khashoggi. Le président américain, lui-même accueilli en grande pompe en mai dernier à Riyad, entend lui offrir une visite d'État éclatante. Une visite au cours de laquelle Donald Trump devrait exhorter MBS à normaliser ses relations avec Israël. Une normalisation sans condition sur la création d'un État palestinien. Un personnage qui entend imprimer, on comprend le rythme dans son pays et pas seulement. Un expert pour aller plus loin ce soir, Sébastien Boussois, merci de nous rejoindre. Vous êtes chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient. Comment est-ce que d'abord vous percevez Mohammed Ben Salman? Est-ce qu'il incarne, d'après vous, un système qui est certes plus moderne et attrayant en vitrine, mais qui est quand même toujours verrouillé dans les faits? Écoutez, vous avez la réponse dans votre propre question, comme d'ailleurs le reportage l'a très bien défini. On a à la fois un homme jeune, mais ça, ce n'est pas de sa faute. Il en hérite, si je puis dire. Donc du coup, on a le sentiment que parce qu'il est jeune, il incarnerait la modernité. Je crois qu'il y a un grand écart entre, d'un côté, effectivement, son côté fasciné par les jeux vidéo, fasciné par la politique, et puis son appétence pour le pouvoir. Et donc du coup cette dichotomie entre la virtualité des jeux vidéo et la réalité de la politique. D'ailleurs, quand il était prince héritier en 2017, Mohammed Ben Zayed, l'actuel président des Émirats Arabes Unis, avait cru pouvoir quelque part en faire son filleul ou son élève modèle, parce qu'il n'avait aucune expérience en politique et les Émirats ont cru pouvoir le façonner. Il s'est évidemment émancipé parce qu'il est à la tête indirectement, puisque c'est encore le roi Salman qui a quand même 89 ans et qui est malade, qui est à la tête de l'Arabie Saoudite. Il s'est émancipé de ses rivaux, il s'est émancipé de l'influence de ses voisins pour essayer de marquer son empreinte. Alors le reportage dit à la fois que voilà, les femmes ont plus de liberté, mais je rappelle quand même que l'histoire du permis de conduire, ça fait plus de 10 ans au moins que c'est mis en place, mais qu'il y a toujours la peine capitale terrible en Arabie Saoudite, une société ultra conservatrice. Et si des pays comme le Qatar ou les Émirats ont fait le jeu de la modernité et quelque part d'un certain progrès, de l'ouverture à l'Occident, ce sont des micro-pays. Là, on demande à une population de 40 millions d'habitants de se moderniser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roi Salman n'a qu'un... Le prince héritier Mohammed Ben Salman, n'a qu'un rêve, c'est de normaliser ses relations avec Israël, mais il est bloqué pour un certain nombre de raisons pour l'instant. Alors c'est ça que vous dites en un mot pour conclure, parce qu'officiellement il est prince héritier, officiellement il a quasiment les pleins pouvoirs. Le roi de facto, vous le dites quelque part, c'est lui. Qu'est-ce qui va changer avec son arrivée officielle au pouvoir? Ce sera la normalisation entre autres avec Israël, en un mot? En tout cas, c'est un de ses projets. Il veut faire comme ses voisins qui ont voulu bénéficier de la start-up nation israélienne. Le Qatar et les Émirats n'ont fait qu'utiliser un modèle de développement économique comme Israël. L'Arabie Saoudite en rêve, sauf que c'est un grand pays. L'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman rêve du nucléaire civil. Tout ça n'est possible qu'avec l'aval d'Israël. Et cette normalisation, c'est aussi une question de business, bien évidemment, puisque la vision 2030 dont vous avez parlé demande beaucoup d'argent. Mohammed Ben Salman n'a pas assez pour l'instant pour créer ce grand projet de Disneyland. Et en tout cas, entre l'économie et le social. Entre l'économie dont il rêve et le social, il y a encore un boulevard avant que l'Arabie Saoudite soit suffisamment moderne et ouverte, telle que beaucoup en rêvent. La route est longue. Merci beaucoup pour cet éclairage en direct ce soir, Sébastien Boussois. On va conclure avec notre reportage. Transposer Gaza dans les territoires de Judée et de Samarie, on le disait dans les titres, voilà ce à quoi s'emploient en ce moment le Hamas et l'Iran. Invasion ou tir de roquettes, les leçons du 7 octobre ont-elles été tirées? Eh bien de ça, l'état d'œuvre justement sur le terrain, un reportage signé Michal Rabinovitch avec Eric Fendler. מדובר פה באיום אסטרטגי, כי ההשפעה העיקרית של הרקטות האלה מעבר לחומרי הנפץ לאחר מכן שהם יצוידו בהם, זה ההשפעה המורלית על האוכלוסייה שנמצאת במרכז הארץ. זה צריך לכרות את הדבר הזה מראש. ככה לדעתך נראית ההתחלה? אסור לנו להגיע ביהודה ושומרון לאיום המרכזי הזה, כי זה יוצר פה שינוי מסדר גודל ראשון. Sans trop entrer dans les détails, Tsahal reste en alerte et guette le moindre
moindre signe de ce nouveau danger dans ce secteur, déjà connu ailleurs, y compris sous la surface du sol. La tournure que prend la situation est inquiétante et pourrait rapprocher la menace gazaoui du centre d'Israël. Voilà à quoi ressemble l'azatisation que vit la région ces derniers mois. Nous découvrons ici les efforts incessants pour mettre en place un réseau pouvant tirer des roquettes depuis les territoires palestiniens, sur Modéine ou le cœur de Sharon. Tsahal met la main sur les hommes et donne l'assaut sur les nids cachés au sein des villages et démantèle les ateliers où sont fabriquées les roquettes de fortune. Certaines étaient déjà prêtes à tirer et trouvées à côté du lanceur, alors que quelques autres ont servi pour des tirs pour l'instant défectueux. Et si ce n'est pas encore au niveau de Gaza, il est interdit de dénigrer cette menace qui pourrait nous y amener. אז אין טוב ממראה עיניים, אנחנו צופים עכשיו על אחד הכבישים המרכזיים של מדינת ישראל. ממש למרגלותינו גם הכפרים שמהם שיגרו רקטות בחודש שעבר. כביש 443 פה למרגלותינו, ברקע אפשר לראות את הכפרים, הכפר נעים שממנו שוגרה רקטה ניסיונית. נושא הייצור של הרקטות הולך יותר אחורה לכיוון רמאללה, לכיוון ביטוניה, שם פחות או יותר נמצאים כל האזורים של הייצור הניסיוני הזה שאנחנו מדברים עליו. זה אזור שבשליטת הרשות הפלסטינית. ובכל זאת תחת האף זה קם. אחד המקומות האחרונים שבהם ראינו את ההתפתחות זה ממש בטול כרם, הרבה יותר קרוב אלינו, ממש על כביש 6. אנחנו מדברים על רקטות קצרות טווח, זאת בעצם המטרה, הריכוז של אוכלוסייה. האירוע הזה הוא לא סטטי, זה לא אומר שמה שיש עכשיו זה מה שיישאר. זה הניסיוני. תראי, אנחנו יודעים איך זה מתחיל, יש לנו את עזה. בטח שמאחורי את מקום נפילת הפצמ"רים, תושבי השכונה הקרובה נקראים להיכנס למקלטים, פצצות ממש נפלו קרוב מאוד לבתים, אבל בשטח ממש פתוח. Il est difficile de s'en rappeler, mais ce sont les images du premier tir depuis Gaza sur le sud du pays, il y a exactement 24 ans. Une roquette de courte portée qui a marqué le point de non-retour. Dès cet instant, la carte des menaces nous guettant depuis Gaza a changé à jamais. איתן, היית מתאם פעולות הממשלה בשטחים. האיום הזה לא חדש, אבל מתי הוא עולה לכותרות כשמשהו כזה קורה? נקודת פגישה בין מה שיצמח מהקרקע לבין למעלה, ככל שהיא תהיה יותר קרובה, היא משמשת מבחינה זאת הישג משמעותי. בשורה התחתונה, אנחנו כאן במאבק שקוראים לו ציר הזמן. טול כרם, פרוסה לפנינו כאן. 400 מטר מפה. הבתים הראשונים של טול כרם, 400 מטר מפה. במרחק נגיעה, מה שנקרא. מרחק נגיעה. אז זו החצר האחורית שלך, תרתי משמע. אתה גר כאן. נכון. יש מחשבות שניות? ממש לא. פה נולדתי, פה הילדים שלי נולדו, הנכדים שלי נולדו פה, ולכן זאת המטרה שלי, למנוע את הדבר הזה, פה במשמרת שלי. Le chef du conseil régional du centre de la Samarie, Eli Atoun, peut voir de ses fenêtres ce qui se passe réellement sur le terrain. אין קו תפר. המושג של קו תפר שיישובים שהם קרובים לקו התפר נמחק מן העולם ב7 באוקטובר. ממה אתה חושש? מה תרחישי האיום מבחינתך? פלישה, התפתחות של ירי רקטי מכיוון יהודה ושומרון, סיפור יכולת. אתם רואים את הקרבה, 500-600 מטר. החשש שלנו הוא גם מירי ישיר ולא ירי תלול מסלול. Il n'y a pas longtemps, des terroristes ont essayé de tirer des roquettes depuis cet endroit. מטריד, כי יש פה הצהרת כוונות. אז ברור שזאת הייתה רקטה לא מוכנה ועבודת יד, אבל זה באמת ממחיש שיש איזשהו כיוון, ואסור לנו להקל ראש בזה. בצבא מנסים לגלות את המקורות האלה, גם למנוע מכל מיני מחרטות לבצע את תהליכי הייצור. אני לא רגוע. יש רצון, המוטיבציה קיימת כל הזמן, יש ידע ויש הכוונה, מה אנחנו יודעים על היכולת? זה ממש גדודים, זה מה שהתגלה במחנות הפליטים, ידענו את זה מראש, אבל בסוף כשאתה רואה את זה בשטח, אתה רואה כמה חמור העניין. 3, 2, 1, כל הנושא הזה של התאים, הוא יכול לטפל גם ברקטות. עכשיו אתה צריך להביא את הבן אדם שמומחה שיודע להתעסק עם צינורות קצת. Pour l'instant, dans ce poste de commandement, à 10 minutes seulement de Netanya, Atoun Shlomi, le responsable de la sécurité de la localité, indique sur la carte où sont placées les menaces autour de la barrière. ביטחונית על מה אתם מסתכלים כאן? ביטחונית יש לנו
360 על המושב, גם אם יש לנו תצפית מפרון או מאירתח, אנחנו יודעים לזהות אותה. יש לנו הרבה תצפיות גם על המבנים שלהם, אנחנו יודעים לדעת אם יש מבנה חדש אפילו שיצא, עד רמה כזו. Ces centres de commandement au cœur de la Samarie ont été mis en place après le 7 octobre. Ce sont les yeux de la ligne de démarcation et cela donne une impression de sécurité, parallèlement aux éliminations et à la puissance de feu de Tsahal, qui opère en profondeur en terrain ennemi. Il est clair que le commanditaire est l'Iran. היום יש לה מוטיבציה הרבה יותר גבוהה, משום שבמצב של חמאס והרצון למקד אותו גם ביחס לעתיד כגורם פלסטיני מרכזי ומשפיע, יביא אותו לרצון כאן להגביר את פעילות הטרור, וירי רקטות מבחינתו זה סממן ההיכר. Et ces derniers temps, il n'y a pas que des roquettes qui arrivent du village d'à côté. Le mois dernier, ce sont des Palestiniens qui sont entrés dans la localité, déambulant des heures, sans peur aucune et sans être dérangés. אז בעצם רעולי פנים מגיעים לכאן, מצליחים לחדור דרך הגדר ליישוב שלכם בשעת לילה. אחרי שראינו את זה בסרטון, הבנו מה גודל הנס שקרה לנו. אין התראה? יש את האמצעי ההתראה הרגילים שיש מסביב לגדר. תפסו אותם? את השניים האלה? לא תפסו אותם. המקרה התגלה רק לאחר שהם יצאו. Cette fois, les choses se sont bien terminées grâce à l'armée qui réagit très rapidement dans le secteur, mais ces habitants qui ne vivent qu'à un quart d'heure de Modi'in et qui payent les impôts locaux voués à la sécurité n'ont pas vraiment l'impression d'être sécurisés. למדנו שכיתת כוננות חזקה שמתאמנת ובקיאה עם נשקים ארוכים זה משהו שהוא מציל חיים. בסופו של דבר הרבש"ץ ביחד עם הצבא הגדילו את כיתת הכוננות בצורה משמעותית. Les roquettes et ateliers que nous venons de voir font partie des avancées du grand scénario qui pourrait se transformer en très peu de temps en force stratégique à l'égal de Gaza. Comme toujours, l'avenir nous dira si cette fois nous avons compris les choses à temps avant que ce risque ne se transforme effectivement en la prochaine menace. Et fin de cette édition, très bonne soirée sur i24.